Merci à tous. Je suis très honoré d'être invité dans votre cercle éminent. Voilà, donc j'ai une petite expérience de la médecine française en tant que chef de service. Plus fort, professeur, si possible. Vous m'entendez? Parce que peut-être le micro, il faut l'augmenter. Vous m'entendez bien ou il faut que je parle plus fort? Ça va? Vous m'entendez? Parce que Macron, il ne m'entend pas, mais vous m'entendez? Bon, je disais que j'ai une petite expérience de l'hôpital pendant plusieurs décennies, chef de service, chef du comité médical de l'hôpital pendant des années. Donc voilà, je pense que... Et puis j'ai géré aussi des crises sanitaires avec des gouvernements. Alors, on m'a posé une question qui n'était pas facile. Qu'est-ce qui fait que la médecine française a vu son niveau et la qualité des soins autant baisser? Je pense que j'ai quelques réponses que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, si vous vous souvenez, en 2001, la médecine française est considérée par l'OMS comme la meilleure médecine du monde. Il y avait des critères médicaux, il y avait des critères de mortalité, des critères de prise en charge, des critères sociaux. Donc en France, on baignait dans le bonheur, on avait la meilleure médecine du monde. Bon, malheureusement, on voit que ça n'a pas duré. Alors, moi, j'ai fait un autre titre à ma présentation, c'est « Comment détruire la meilleure médecine du monde ». Pratique médicale, enseignement, recherche, je vais revenir sur ces aspects. C'est très simple, il suffit de demander la recette à de bons cabinets de conseil, de couper les crédits. Je n'ai pas les crédits pour tout le monde, mais en fait, la recette est extrêmement simple, elle a été appliquée. Et ce qui me désole, c'est que ça a été autant des gouvernements de droite que de gauche qui se sont succédés. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un changement politique, je me disais, ça y est, ils vont arrêter de nous démolir, ça y est, on va revivre. Et à chaque fois, ils nous renfonçaient la tête dans le sable. Et ça, je l'ai vécu au sein de l'hôpital. Alors, la première attaque contre la médecine française, ça a été la diminution du numerus clausus, c'est-à-dire du nombre d'étudiants en médecine autorisés à se présenter ou à être reçus. Et il y avait alors, il n'y a pas qu'en France, c'était pareil aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens, il y a des grands politiciens, des énarques, des gens qui sortaient de Sciences Po qui ont dit « Oh c'est très simple, si les dépenses de santé sont trop importantes, c'est la faute des médecins. Donc si on diminue le nombre de médecins, on va réduire les dépenses de santé. » Alors, ça a été pendant des années. Alors récemment, il y a 2-3 ans, on a fait semblant de réaugmenter un petit peu le numerus clausus. En fait, c'était une augmentation très limitée. Et on voit qu'aujourd'hui, le nombre de médecins est réduit à peau de chagrin. Alors, c'est les généralistes. Moi j'ai des patients, parce que j'ai pris ma retraite récemment, je voyais encore des patients récemment qui venaient de toute la France. Dans ma région, avant, il y avait 15 médecins. Maintenant, il n'y en a plus que 5. Il y en a 2 qui ont arrêté parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner. Il y en a 2 qui partent à la retraite. Il n'y en a plus qu'un. Et le petit jeune qui arrive, il ne peut pas absorber la clientèle de 15 médecins. Et c'est une catastrophe. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus. Parce que normalement, vous devez avoir un médecin référent. Ils ne trouvent plus. Il y a des spécialités en voie de disparition. Je citerai la psychiatrie, la pédiatrie, l'ophtalmologie. Il y en a plein d'autres. Où il faut vraiment, il y a des mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Et les généralistes, moi je salue aujourd'hui les médecins généralistes qui sont des héros dans cette médecine actuelle parce que c'est terrible. Ils sont tellement peu nombreux actuellement qu'ils sont submergés par le travail. En plus, on leur met des tâches administratives qu'ils n'avaient pas avant et ils n'y arrivent plus. Donc voilà, déjà le numerus clausus a été... Alors, la mise à mort progressive de l'hôpital public, je vais vous parler un petit peu de ça, parce que c'est dramatique sur ce qui se passe en France. On voit la même chose, d'ailleurs, dans les transports. Il y a plusieurs milliers de postes de chauffeurs d'autobus qui sont vacants. On voit ça dans tous les domaines. Il n'y a pas que l'hôpital public. Alors... Ici, par là. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de se mettre devant nos yeux, là. On est là, puis on va se mettre devant nos yeux. C'est bon? Il a demandé que plus personne ne rentre. Ça va comme ça. La case de l'hôpital public a commencé avec les ordonnances Juppé en 1996. Donc moi j'ai été nommé jeune chef de service en 1994. Et puis bam, les ordonnances Juppé nous tombent sur la tête. Pourtant moi j'étais plutôt centre-droite comme ça d'orientation politique. Donc Juppé me paraissait un gars plutôt sympa.
Et non, mais à l'époque, hein, on peut se tromper, mais là, j'ai quand même, j'en ai pris un petit coup sur la figure. Et puis alors, la loi fatale, en plus, je connaissais bien Roselyne Bachelot, parce que j'avais pas mal travaillé avec elle quand il y avait l'histoire de la pandémie grippale. La pandémie grippale de 2009, mais le micro, il est assez... On ne peut pas l'augmenter. Comment? C'est un micro d'enregistrement. Il y a trop d'enregistrements. Bon. Non, c'est un micro d'enregistrement. Ah d'accord. Pardon, c'est pas... Ah oui, vous n'avez pas de micro. Ah oui, alors, bon, alors je vais parler plus fort. Ma chère Roselyne Bachelot a fait une loi HPST, Hôpital Santé Patient Territoire. Donc en juillet, c'était 2009. Et ça a été finalement la loi qui a commencé à mettre à mort l'hôpital public. Et moi, je me souviens très bien parce qu'à l'époque, je travaillais avec le cabinet de Roselyne Bachelot, je la voyais de temps en temps pour gérer la pandémie grippale. Mais j'ai quand même été en tête de la manifestation contre cette loi HPST, parce qu'on est de garche avec les syndicats, tous les médecins, les soignants. On était arrivés un petit peu en avance à Montparnasse pour la manif, parce qu'on venait de loin. Et on m'a mis une banderole dans les mains. Je me suis trouvé en première ligne sans le vouloir. Et là, il y avait toutes les télés qui arrivaient le matin pour faire un reportage pour le journal de 13h. Et j'étais sur toutes les télés, dans plusieurs journaux avec ma photo, comme opposant la loi HPST. Alors, je peux vous dire qu'un soir où j'ai rencontré Roselyne Bachelot pour la pandémie, quand elle m'a vu, bon, elle a eu un choc, mais parce qu'elle me connaissait quand même. Et puis finalement, il y a eu notre cher Nicolas Sarkozy qui a décrété que l'hôpital, ça devait être une entreprise qui devait rapporter, donc l'hôpital entreprise qui était une catastrophe totale. Alors la première attaque contre l'hôpital, avant à l'hôpital, on donnait une enveloppe qui s'appelait, on donnait une enveloppe globale. Ils regardaient à petit peu près les dépenses de tous les hôpitaux en fonction de leurs activités. Puis chaque année, on donnait une enveloppe. On disait au directeur, ben, vous débrouillez. Bon, s'il y avait des petits dépassements et tout ça, c'était géré. Mais c'était une tarification un petit peu globale. Là, c'était une tarification à l'activité. Parce que, vous savez, Sarkozy, vous vous souvenez, il avait dit « travaillez plus, vous gagnerez plus ». Nous, on y a cru à l'hôpital. On a dit on va faire plus d'activités. Puis quand on a fait plus d'activités, on s'est fait taper dessus. On a dit attendez, arrêtez, vous coûtez trop cher. Non, mais c'est la logique. Bon. Donc il y avait le plafonnement des dépenses, même si on augmente l'activité. Alors ce qui était amusant à l'époque, c'est que le financement de l'hôpital était basé sur ce qu'on appelle le codage. Avant le codage, ça n'existait pas, mais après on a imposé le codage. C'est-à-dire que si vous étiez hospitalisé, vous aviez un diagnostic de l'hospitalisation, et en fonction du diagnostic, tous les frais générés, des examens, il y avait un tarif qui était donné, mais pour ça, il fallait que des personnes codent et rentrent sur des ordinateurs pour chaque personne les données, diagnostics, etc. Bon, dans les hôpitaux publics, ce n'était pas trop notre truc, et les cliniques privées, elles avaient tout de suite vu le truc, elles avaient embauché des médecins pour coder. Et par exemple, je prends un exemple tout bête, si vous avez une pneumonie à pneumocoque et puis qu'il y a une septicémie parce que le pneumocoque est passé dans le sang. Nous, un peu neuneux, on rend diagnostic principal pneumonie à pneumocoque et puis diagnostic accessoire septicémie. Ben là, vous avez tout faux. Vous gagnez 2000 €. Quoi. Je dis des chiffres un peu au pif. Mais le petit futé qui met septicémie à pneumocoque d'abord et qui met pneumonie après, il gagne 5 fois plus. Bon. Donc voilà, alors il y a eu des gens qui ont été payés pour optimiser le codage. Alors ça a d'abord été dans les cliniques privées parce qu'ils avaient un intérêt financier. Après, à l'hôpital, on nous a dit vous êtes complètement neuneux, les cliniques privées gagnent beaucoup plus d'argent parce que le codage est super. Et donc les hôpitaux publics ont embauché des médecins codeurs pour, en fait, on faisait le même boulot, mais un petit gars futé qui savait optimiser le codage. Si vous mettez carence en vitamine D, vous gagnez plein d'argent. Si vous mettez je ne sais pas quoi, il fallait connaître tous les trucs des codages. Alors, c'est très bien, mais ça fait exploser les dépenses de l'hôpital parce que nous, on ne cherchait pas à faire exploser les dépenses de l'hôpital, on faisait notre boulot. Et comme tout le monde s'y est mis, parce qu'on se dit si on ne fait pas ça, on est nul par rapport au privé, tout le monde s'est mis à faire ça. Et ça fait exploser les dépenses de santé. Et à ce moment-là, ils ont dit stop, on ne peut pas suivre. Et la Sécu
à baisser le prix du point. Parce qu'on avait... Vous savez, Sarko a dit, si vous travaillez beaucoup, vous aurez plein de points. Mais après, on vous baisse le prix du point parce que vous coûtez trop cher. Vous voyez, là, c'est sympa. Alors après, on a créé les pôles parce que les médecins, ça dérangeait, les chefs de service dérangeaient, parce que moi, je me souviens, mes patrons, quand j'étais jeune, ils appelaient le directeur, ils disaient « Attendez, monsieur le directeur, voilà, j'ai un problème ». Le directeur arrivait à quatre pattes, on disait « Monsieur le professeur, vous avez un problème ». C'était vraiment le médecin qui dirigeait l'hôpital. Maintenant, c'est fini. Et alors, pour casser le pouvoir des chefs de service, on a créé des pôles. Alors, on a regroupé des services qui n'avaient aucun rapport entre eux, qui ne pouvaient quelquefois pas se blairer, pour dire, vous avez de façon totalement artificielle, vous avez une communauté d'activités, de gestion, et on a créé des unités de gestion comptable. Alors moi j'étais pris dans le système, parce que j'ai même été chef de pôle pendant 2 ans, et du coup, j'ai pu le voir de l'intérieur, c'est pour ça que je peux en parler. Alors ça aboutit à quoi? D'abord la suppression du pouvoir des médecins, qui n'ont plus leur mot à dire. Avant, quand je suis arrivé à Garches, l'hôpital était piloté, il y avait la directrice, et il y avait un directeur adjoint qui était soit le directeur des finances, soit le directeur du personnel, et il y avait 10 médecins pour piloter l'hôpital. Bon, maintenant, il y a 35 administratifs et il y a 4 médecins collabos, quoi. C'est un petit peu... Bon, c'est comme ça. Je ne pouvais même pas choisir la couleur du papier toilette dans mon service, hein, c'est vous dire. Puis si je n'étais pas d'accord avec ce qui était préconisé, on me disait, de toute façon, Monsieur Perron, c'est pas à vous de décider, c'est comme ça, vous n'avez rien à dire. Alors, ce qui était terrible, c'est que les années où j'avais des... Parce que vous savez, en maladie infectieuse, qu'il y a des années, il y a des épidémies, donc c'est bien pour nous, parce qu'on fait de l'activité. Des années, il y a moins de malades, ça fluctue. C'est comme ça, les hôpitaux. Alors, il y avait une année, par exemple, pas moi, c'était le service, par hasard, on a eu des très bonnes performances. Ah, Monsieur Perron, c'est super, vous avez une super... C'était au siège de l'assistance publique, comme disait ça. Vous avez une super activité. Donc, si vous avez pu faire autant, ça ne vous dérange pas qu'on enlève un petit peu de votre budget parce que vous ferez aussi bien avec un peu moins? Bon. Je dis OK, ça me paraissait bizarre. Puis l'année d'après, l'activité avait baissé parce qu'on devait donner nos performances à l'avance. On ne peut jamais savoir, hein, c'était au pifomètre. Bon. C'était en dessous. On dit, Monsieur Perron, à cette année, votre activité n'est pas du tout au rendez-vous. On va être obligé de vous enlever des moyens. J'étais au siège de l'assistance publique face à la directrice financière de l'assistance publique. J'ai dit, attendez, vous vous moquez de moi parce que quand on performe super bien, vous m'enlevez des moyens. Quand on n'est pas bon, vous m'enlevez des moyens. Puis là, elle éclate de rire. Elle dit, Monsieur Perron, je vois que vous avez tout compris. Voilà, c'est pour vous dire, ce qu'on a vécu, c'était difficile. Alors en plus, les directeurs sont devenus tout puissants. Maintenant, ils n'en avaient rien à foutre de ce que... Pardon, faut que je vais le remettre. Et les directeurs étaient payés bien plus cher que les professeurs et en plus avaient des primes au rendement, des primes on ne peut pas licencier dans la fonction publique, mais au dégraissage, pour parler gentiment. Alors, les chefs de pôle, moi j'y étais pendant 2 ans, mais ça m'a un peu écœuré. Ce sont des médecins qui étaient au-dessus des chefs de service, avec un groupe de service, et qui étaient, finalement n'avaient aucun pouvoir personnel de décision. Ils étaient obligés de collaborer, de dire oui à tout ce qui leur était, avec des primes au rendement. Moi, je sais que j'ai touché une année une prime assez conséquente à la fin de l'année parce que mon pôle avait performé. Puis l'année d'avant, il n'avait pas performé, je n'ai rien touché du tout. Donc après, tout ça m'a écœuré, je n'ai pas voulu continuer. En plus, ce qui a été terrible, c'est que pour casser le pouvoir, parce que quand même le chef de service, mon service, il y avait des centaines d'employés. On se connaissait tous, il y avait un rapport presque affectueux entre les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tout le monde. On était une communauté, on pouvait gérer ensemble, on connaissait notre activité. Et d'un seul coup, on a nommé des cadres administratifs et des cadres infirmiers qui étaient
soit des anciens infirmiers ou des anciens administrateurs, anciens pas, ils pouvaient être jeunes, mais enfin, qui étaient dans l'administration, et qui avaient tout pouvoir sur le personnel, infirmiers, aides-soignants, secrétaires et tout ça. Et le chef de service était totalement court-circuité. Moi, j'avais plus mon mot à dire si je voulais recruter une secrétaire, si je voulais... Maintenant, c'est M. Perron, bon, allez couchez. Arrêtez de nous emmerder, c'est nous qui décidons, c'est nous qui savons. Donc c'était vraiment, moi qui ai connu une autre période, c'était vraiment, vraiment humiliant même pour nous. Et même je peux vous dire que tout le personnel infirmier de mon service était totalement solidaire avec moi. Ils ont été écœurés parce qu'ils avaient confiance en moi. Ils ont vu cette manipulation. Alors maintenant, bon, ils ne peuvent pas le dire publiquement parce que sinon ils seront attaqués. Alors, il y a eu la réduction drastique de dépenses d'entretien, d'achat de matériel médical. J'ai encore entendu aujourd'hui qu'il y avait un médecin qui pleurait parce qu'il n'avait pas d'IRM depuis des mois, alors qu'on voyait des cliniques avec du matériel flambant neuf partout. À l'hôpital public, il faut attendre des mois, d'avoir des autorisations, d'avoir des bons pour... C'est dramatique, c'est que l'équipement est... Dans certains hôpitaux, je ne dis pas partout, parce qu'il y a encore certains hôpitaux bien vus des autorités qui ont beaucoup de moyens, mais la plupart des hôpitaux, c'est le déclin. Et surtout les travaux, avant, quand on avait besoin de brancher un nouvel ordinateur, de mettre une nouvelle prise d'ordinateur, une prise électrique, il y avait un service technique dans les hôpitaux, maintenant il existe toujours, mais ils sous-traitent avec des boîtes privées. Et alors, moi, une fois, il n'y a pas très longtemps, juste pour tirer un câble de quelques mètres pour mettre une prise, il fallait attendre 3 mois et la facture était des centaines d'euros. Je dis, attendez, moi je vais chez Castorama, j'achète un câble, je vais vous la mettre, la prise moi-même. Voilà, donc c'est totalement délirant. Alors on a fermé massivement les lits, parce qu'il y avait beaucoup trop de lits, soi-disant. Ils ont continué à fermer, on l'a vu pendant le Covid-19. Et surtout la suppression de centaines de milliers d'emplois en France. Alors ça a commencé, c'était insidieux, parce que moi je me souviens à Garches, quand je suis arrivé en 1994, il y avait des jardins magnifiques. Il y avait des jardiniers qui souvent étaient des handicapés légers, mais qui étaient heureux de travailler. Ils avaient un boulot sympa. Et ils plantaient, selon les saisons, différents végétaux. Le parc était magnifique. Puis d'un seul coup, il y avait même des serres au fond de l'hôpital, tout ça a été détruit. Et les jardiniers, alors ça a commencé par les jardiniers, mais après c'était les services techniques, la restauration. Avant, à l'hôpital, on faisait la bouffe sur place. Et moi, comme souvent, je terminais tard le soir, quelquefois à 20h, j'étais encore dans mon bureau. Il y avait des infirmières sympas qui avaient pitié de moi, qui m'apportaient une bonne soupe de légumes faite par le cuisinier de l'hôpital à 20h. C'était de la très bonne soupe. Je savais que j'aimais la soupe. Voilà. Et après, tout ça a disparu. Maintenant, on vous balance de la bouffe industrielle dans des plateaux en plastique. Le personnel d'entretien, les assistants sociaux, les secrétaires médicaux. Maintenant, c'est très difficile d'avoir une secrétaire à l'hôpital. Bon, j'en ai encore eu une jusqu'à la fin, mais c'était très difficile parce qu'ils disent maintenant, les médecins, vous faites tout vous-même, vous faites sur l'ordinateur. Vous faites votre codage, vous faites votre courrier, vous faites votre dictée automatique, vous n'avez plus besoin de secrétaire. Mais alors, la direction, ils ont des armées de secrétaires, hein, je peux vous garantir. Et puis après, alors, au début, ils n'ont pas trop osé taper sur les soignants, c'était mal vu, mais après, ils ne sont pas gênés. Donc, suppression de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, de kinés, de psychologues. Et même quand vous vouliez recruter un nouveau médecin, alors même avant, quand par exemple, vous avez un médecin titulaire temps plein qu'on appelle un praticien hospitalier, qui partait à la retraite ou qui était muté, automatiquement le poste restait, on pouvait recruter quelqu'un parce que ça faisait partie un peu du patrimoine du service. Ah ben là, ce n'était plus du tout le cas. Le poste était directement piqué. Ah ben si vous voulez un nouveau médecin, il faut qu'il fasse un dossier pour justifier que son activité va être rentable et va rapporter de l'argent. Ah bon? Voilà. Ça, c'est la loi, c'est la méthode Sarkozy. Les psychologues... sans voie de disparition. Les kinés, je ne raconte pas. À Garches, quand je suis arrivé dans le service de médecine, parce que Garches, c'est l'hôpital du handicap. Hein. Moi, j'étais dans le service de médecine, ce n'était pas le service du handicap, mais il y avait quand même beaucoup de patients un peu chroniques qui avaient des problèmes de handicap. Il y avait au moins une dizaine de kinés à l'étage pour 50 malades.
Même il y avait une salle de sport où les malades pouvaient faire de la gym avec les kinés, tout ça, dans un coin du service. Maintenant, quand je suis parti, il y avait 0 kiné attribué à l'hôpital. Il y en avait un qui courait partout pour... Alors, il y avait encore quelques kinés dans les services vraiment de rééducation, mais c'est-à-dire qu'ils ont totalement détruit la kinésithérapie dans un hôpital qui était la référence française et même internationale sur le handicap. Voilà, c'est un exemple précis. Donc, tout va bien. Alors, j'ai beaucoup appris parce que, est-ce que vous connaissez la novlangue? Moi, je suis allé dans beaucoup de réunions de direction avec toutes ces élites. Alors, à chaque fois, on me parlait, M. Perron, il faut améliorer l'efficience. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'améliorer l'efficience? C'est de faire le même travail avec beaucoup moins de personnel et moins de budget. Voilà, donc on améliore l'efficience. Quand on dit on détruit l'hôpital, on supprime des postes, ça améliore l'efficience. Et après, le retour à l'équilibre, j'ai entendu ça 50 000 fois. Il faut revenir à l'équilibre. Alors, moi, je me souviens que quand ils ont créé l'hôpital Pompidou, qui était un gouffre budgétaire, mais toute l'assistance publique avait mis tous les moyens sur l'hôpital HEGP Pompidou. On a payé tous un impôt Pompidou. C'était un gouffre Pompidou, parce que chaque hôpital a été ponctionné pour payer la construction de Pompidou. Alors on nous a dit, ne vous inquiétez pas, ça va durer 2 ans, mais après il y avait toujours une autre cause de déficit. Et plein de fois on m'a dit, ça y est, on est presque on est arrivé à l'équilibre, et l'année d'après on nous remettait un déficit. Et une année, je me souviens, je vais aller à une réunion à l'assistance publique, il y avait l'ancienne directrice de mon hôpital qui était montée en grade au centre de l'assistance publique. Il me dit, Monsieur Perron, c'est super, l'hôpital de Garches, vous êtes en plein équilibre, vous avez généré des bénéfices. Bon, on n'y était pour rien, mais enfin c'était comme ça, j'étais content. Eh bien, la directrice financière qui était en face de moi après, que j'ai rencontrée en réunion, m'a dit « Non, c'est pas possible. Garches ne peut pas être bénéficiaire. Il y a un truc. » Alors, elle a complètement changé les règles de calcul entre l'hospitalisation de jour, le machin, elle a fait des règles de mathématiques. Et après, elle me reconvoque et dit « Ah ben, vous voyez, on a revu les chiffres. Non, c'était pas possible, vous êtes en déficit. » Comme ça. Évidemment, parce qu'un hôpital qui était en équilibre, en bénéfice, avait le droit à avoir, par exemple, quand on avait des budgets de recherche ou des budgets qui ne venaient pas du tout de l'assistance publique, qui venaient de l'extérieur, si l'hôpital était en déficit, c'était confisqué par l'assistance publique pour boucher le trou de déficit de l'hôpital. Donc ça ne les arrangeait pas du tout qu'un hôpital soit à l'équilibre parce qu'ils ne pouvaient pas faire les mêmes fonctions. Donc là, j'ai vu toutes ces magouilles, ce qui m'ont écœuré. Alors, depuis toujours, quand j'étais étudiant interne, assistant, dans tous les hôpitaux, il y avait ce qu'on appelait le pool, c'était la réserve de soignants, qui pouvaient être des infirmières, des aides-soignants, qui étaient affectés au pool. C'est-à-dire que si jamais il y avait une infirmière qui était en arrêt maladie pour X raison, on pouvait toujours recruter quelqu'un du pool pour venir aider dans un service. Ça existait pendant des années, ça a toujours existé. D'un seul coup, c'était supprimé. Donc quand une infirmière était en arrêt maladie, elle n'était plus remplacée. Alors pendant quelque temps, les intérimaires, ça a un petit peu marché, mais on a vu des intérimaires qui étaient franchement nuls, qui étaient des petites étudiantes qui sortaient de leurs études, qui n'avaient jamais vu un malade et qui étaient incapables de gérer une salle. Et puis petit à petit, de toute façon, les intérimaires, ils nous les ont supprimés. Alors, je ne dis pas que c'est totalement supprimé, mais maintenant, pour avoir une intérimaire, il faut se lever de bonne heure. Et alors, après, le non-remplacement des arrêts maladie, des congés maternité, quand dans un hôpital, par exemple, il y a 2 assistants chefs de clinique. Ça, c'est des gens qui sont des médecins très valables, qui font tourner le service. Il y en a une qui est enceinte. Mais il n'y en a plus qu'un. Puis on ne remplace pas. Alors, quelquefois, on a réussi à se faire remplacer, mais c'est de plus en plus difficile. Et puis alors l'exploitation des médecins étrangers sous-payés, non titularisés, alors ça c'est pléthore, il y en a partout. Et c'est franchement une honte la façon dont on les exploite. Donc ça, je connais tout le système.
Alors on dit qu'il n'y a plus d'argent. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent pour d'autres dépenses. On a embauché en masse des gestionnaires, des contrôleurs, et surtout, ce que j'adore, les contrôleurs des contrôleurs. Parce que moi, j'avais une secrétaire qui avait un petit peu de mauvais esprit, parce qu'on recevait des mails collectifs à tout l'hôpital. Ah ben, veuillez accueillir M. Tartampion, Mme Trucmuche, qui était embauchée dans l'administration pour gérer je ne sais pas quoi. Elle avait fait un dossier, parce qu'à chaque fois qu'elle imprimait le mail avec la photo et tout ça, elle disait, ça finissait par faire un paquet comme ça. C'est-à-dire qu'on nous refusait d'employer des infirmiers, des médecins, mais pendant ce temps-là, eux, ils avaient tous les droits d'embaucher des tas d'administratifs qui, finalement, quand on regarde, n'ont servi à rien, sauf à nous emmerder tous les jours. Et moi, j'étais très choqué par les audits très onéreux. Alors, je ne parle même pas de McKinsey, c'est peut-être un niveau un petit peu en dessous, mais des sommes colossales. Un jour, j'étais choqué parce que le directeur de l'hôpital, de toute façon, l'assistance publique voulait fermer la chirurgie à Garches pour l'emmener à Ambroise-Paré à Boulogne. Ils avaient payé un cabinet d'audit indépendant, mais bien payé, pour dire qu'il fallait supprimer la chirurgie. Puis je regarde, puis je vois que une directrice adjointe de l'hôpital, c'était la nièce du directeur de la boîte privée, et que dans les contrats, s'ils obtenaient la suppression de la chirurgie à Garches, automatiquement, ils avaient le contrat pour gérer comment réorganiser la chirurgie à Ambroise-Paré à Boulogne. Des choses, et puis des sommes énormes. J'ai appelé à l'époque, j'avais une copine dans le cabinet du ministre au ministère, et je lui raconte ça, elle me dit, mais c'est fou, là, sur un coup comme ça, le ministre peut sauter, c'est honteux. À l'époque, bon. Donc moi, j'envoie un petit mail gentil. Je n'ai pas mis tout le monde en copie. J'ai mis quelques personnes influentes à la fois sur l'université, l'hôpital. Est-il vrai, j'ai mis à la forme interrogative, monsieur le directeur, est-il vrai que une de vos adjointes ait un lien parental avec la société? Est-il vrai que si la société obtient ça, elle aura le contrat suivant, etc. Et le directeur n'a pas pu dire le contraire, parce que tout était vrai. Il était fou furieux. Et du coup, j'ai réussi, le celui qui coordonnait le groupe hospitalier, un médecin à l'époque, m'a dit « Oh là là, ton mail, c'est un exocète parce que le rapport d'audit a dû aller à la poubelle parce que j'avais dénoncé des choses vraies. » Voilà. Donc, là, je me suis rendu compte que le but de l'hôpital, c'était plus le soin. Et ça c'est quand même terrible quand on est médecin, qu'on a consacré sa vie à l'hôpital. Moi, j'adorais l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. L'assistance publique, c'était d'aider les autres, mais c'était plus du tout ça. Alors, là, j'ai eu envie de rire parce qu'un jour, j'étais jeune chef de pôle. J'ai accepté d'être chef de pôle au début pour voir ce que c'était. Et puis, on nous convoque à des réunions de formation à l'hôtel Scipion, qui est un très bel hôtel particulier qui appartient à l'assistant public. Je ne sais pas s'ils sont toujours propriétaires, mais qui est au centre de Paris, avec des professeurs d'HEC. Alors, il y avait beaucoup de chefs de pôle. On était plusieurs dizaines, comme une salle de classe, des jeunes, des vieux professeurs, chefs de service depuis longtemps. Et puis, on voulait nous apprendre comment gérer autrement l'hôpital et générer de l'argent. Et au début, ces professeurs d'HEC on faisait des jeux de rôle. Alors moi, un coup, je faisais le directeur, le chef de service, le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Puis voilà, on s'amusait beaucoup. Et puis, à la fin, les gars ils nous disaient, mais vous êtes des neuneux. Parce que Sarko, il avait dit, si vous faites plus d'activités, vous allez gagner plus. Il voulait nous apprendre comment piquer des parts de marché au privé. Ah bon, alors on va piquer des marges. Bon, c'était pas du tout mon truc. Moi, j'étais là pour soigner les malades. Bon. Et puis, à la fin, on leur a dit, mais attendez, les cocos, si nous, on augmente l'activité, qu'on fait plus de points au codage, etc., on réduit le prix du point parce qu'on coûte trop cher. Et alors là, j'ai vu les profs d'HEC s'effondrer, parce qu'on ne leur avait pas dit ça. Et ils ont dit, mais alors, comment vous pouvez travailler dans ces conditions? Ce n'est pas du tout le modèle économique. C'est notre quotidien. Et là, ils étaient sympas parce qu'après, c'est nous qui leur avons donné un cours d'économie à l'hôpital. Bon,
Bon, j'ai passé quelques journées sympas, mais c'est pour vous dire que c'était totalement délirant. Alors, après, il y a le Covid est arrivé. Vous vous souvenez, Olivier Véran, quand il est arrivé triomphant, qui a dit qu'il y avait moitié moins de lits de réanimation en France qu'en Allemagne, il a dit je vais doubler le nombre de lits de réanimation. Et en fait, il a continué à les diminuer. Ils ont fermé des milliers de lits dans toute la France. Bon, tiens, c'est bizarre. Après le scandale des soignants non vaccinés. Alors, si vous étiez vacciné mais que vous aviez le Covid, vous avez le droit de venir travailler. Mais si vous n'êtes pas vacciné, pas vacciné mais que vous êtes complètement asymptomatique, vous n'avez pas le droit de venir. Donc, ça, c'est une chose terrible. En plus, la plupart des pays ont fait machine arrière. La Grande-Bretagne a réintégré les soignants non vaccinés depuis des mois. Beaucoup de pays. La France est un des derniers bastions totalement totalitaire. Et franchement, c'est dégueulasse. Vous voyez des gens qui ont donné tout leur cœur, leur travail à l'hôpital, et d'un seul coup, ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus le droit à la retraite, ils n'ont plus de sécurité sociale, ils n'ont plus rien, ils sont des SDF. C'est extrêmement, et c'est toujours extrêmement violent. Il faut continuer de protester contre cette ignominie. Pas seulement les soignants. Oui, puis en plus les secrétaires, bien sûr, vous avez raison. Tous les administratifs. Un jour, l'électricien ou le technicien de l'hôpital m'a arrêté dans la... Ce qui m'a fait plaisir d'ailleurs à l'hôpital, c'est quand j'étais encore en activité. Alors, il y avait les gardiens, parce qu'ils ont embauché beaucoup de surveillants à la loge de l'hôpital. Avant, il y avait un gars. Après, il y en avait 10 avec des gilets jaunes, presque gilets pare-balles, tout ça. Il fallait montrer patte blanche pour rentrer. Mais tous étaient super chaleureux avec moi. Un jour, j'étais arrivé, j'étais sorti pour donner il fallait que je remette un document à quelqu'un qui m'attendait dans l'hôpital. J'étais sorti avec ma blouse pour lui donner. Puis quand je rentre dans l'hôpital, il y avait les gars de la sécurité qui étaient là. Et puis qui se mettent à rigoler, ils se mettent autour de moi, puis ils se mettent à danser. Ah, le professeur Perron, le grand professeur, on va lui demander le pass sanitaire. Ils étaient pliés de rire. Donc, ils étaient à fond pour moi. Et à chaque fois, les petits gars des services techniques sur leur petit chariot roulant, ils disaient bravo professeur et tout ça, les aides-soignants, les infirmiers. Puis après, dès que ça arrivait au niveau cadre, ils étaient un peu embêtés. Alors, les médecins, du jour au lendemain, alors que j'étais super copain, tous mes copains médecins m'avaient élu président tout le temps. D'un seul coup, j'étais devenu un charlatan infréquentable. Quand on allait manger en salle de garde, ils me regardaient de travers. Bon, je n'ai pas compris, parce que ce sont les gens les plus éduqués qui ont fait le plus d'études qui sont le plus collabos. Et ça, pour moi, c'est terrible. Alors... Alors, notre cher Emmanuel nous dit « Ah, je suis désolé, la caisse est vide. » Ah, ok, la caisse est vide, mais alors, il continue à distribuer des milliards comme ça. Je ne sais pas où il les trouve. Déjà, aux médias dossiers, il a donné 3 milliards en 1 an et demi. Je l'ai dit plusieurs fois dans les médias, alors je n'ai jamais été contesté, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Donc quand Macron dit quelque chose, les médias ne peuvent pas dire que c'est une fake news. Hein, moi, je suis désolé. 3 milliards pour des médias qui racontent n'importe quoi depuis 2 ans. Pour les médicaments, le Remdesivir, j'avais pas fait gaffe, mais l'autre jour, par hasard, j'ai vu une vidéo où il paraît que quand le professeur Raoult a été à la première réunion du conseil scientifique à l'Élysée, il y avait le président de Gilead qui était là et Macron était là. Et le président de Gilead a dit à tout le conseil scientifique, on a le médicament miracle, c'est le Remdesivir. Le Remdesivir, ce n'est pas du tout un anti-infectieux, ça vient de l'industrie nucléaire. C'est un agent mutagène qui est dangereux, qui donne des insuffisances. Au début du Remdesivir, je me souviens très bien, le réanimateur de mon hôpital, il voulait en avoir parce que tout le monde voulait le Remdesivir. Moi, j'ai vu des collègues, je ne citerai pas les noms, qui ont dit dans les médias dès début mars 2020, on a le médicament miracle, le Remdesivir. Il n'y avait aucune étude. Après, c'était les mêmes qui disaient que l'hydroxychloroquine ne marchait pas alors qu'il y avait des études. Bon. Et donc le Remdesivir, soi-disant, marchait très bien. Et on a quand même des contacts téléphoniques avec les collègues des réanimations parisiennes. Et un de mes assistants appelle l'assistant d'une des réanimations parisiennes qui, par chance, avait eu le Remdesivir tout de suite. Alors,
autorisation de l'Agence du médicament, du ministère, tout ça sans aucune étude, c'était normal. Et il dit au téléphone, ah ben quand même c'est un souci parce qu'on a traité 30 malades, c'était par voie intraveineuse à 2 000 € l'injection, et on en a 15 en insuffisance rénale aiguë avec sourd artificiel. Je dis, oh là là, c'est grave. Alors je me suis dit, bon ben c'est bien, au moins l'Agence du médicament va faire un avertissement à tous les médecins dans quelques jours pour dire attention, le remdesivir c'est dangereux, ça donne des insuffisances rénales. Pas du tout. L'Agence du médicament, la semaine d'après, a fait un avertissement pour dire que c'était l'hydroxychloroquine qui était très dangereuse. Et alors après, j'ai découvert a posteriori, quelques semaines plus tard, parce que moi j'étais président du Haut Conseil de la Santé publique, pas tout le Haut Conseil, mais enfin de la Commission maladies transmissibles. Et c'est moi, même du temps, avant ça s'appelait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, c'est moi qui avais mis en place toutes les procédures de déclaration de conflit d'intérêts, etc. Parce que ma première présidence du comité technique de vaccination, c'était il y a 30 ans, le soir, on prend une décision sur un vaccin, je reçois un coup de fil d'un directeur médical d'un grand labo fabricant de vaccins, que je ne nommerai pas, que je connaissais, j'avais des relations comme ça amicales avec lui dans les congrès. Il dit, ah, Christian, pourquoi vous avez pris cette décision hier c'est n'importe quoi. Alors là, je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que normalement, la réunion était à huis clos. Donc, il y avait des taupes. Alors, effectivement, à l'époque, c'était que des pédiatres qui travaillaient pour l'industrie pharmaceutique qui étaient dans le comité. Alors, c'est moi qui avais demandé au ministère de changer la composition. On avait mis des généralistes, des sociologues, des infirmiers, des psychologues, pour des gens qui ne sont pas forcément en lien direct avec l'industrie, pour qu'il n'y ait pas ce rapport d'influence majeur. Et après, j'ai écrit avec à l'époque, il y avait des médecins de santé publique remarquables au ministère. On a écrit ensemble des chartes pour gérer les conflits d'intérêts. Et récemment, dès 2020, quand il y a eu des décisions du Haut Conseil de la santé publique, je regarde les avis qui sont publics. Et qu'est-ce que je vois? Avis pris par tel groupe. Et puis la moitié des membres du groupe n'étaient pas des membres du Haut Conseil. Alors là, je convulse, je dis, c'est pas possible. Normalement, une décision du Haut Conseil de la santé publique, c'est voté avec que des membres du Haut Conseil qualifiés. Ceux qui ont un conflit d'intérêt majeur, ils sont exclus du débat et du vote. Moi, j'ai toujours fait respecter ça. Alors là, pendant 15 ans, j'ai fait respecter ça à Rubis-sur-Longue. Et là, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout du Haut Conseil. Il n'y a pas eu de vote. Le président, la vice-présidente et plusieurs membres avaient des conflits d'intérêts majeurs, même déclarés. Et ils ont dit c'est l'avis du Haut Conseil de santé publique. Et alors même, on avait fait, avec un avocat, on a porté plainte au Conseil d'État quelques mois plus tard. Ils ont dit, oui, le Conseil d'État dit oui, on reconnaît que ce n'était pas comme d'habitude, mais c'est normal parce que il y avait la crise, il y avait urgence. Alors, c'est moi aussi, avec des collègues qui avaient écrit les procédures d'urgence. C'est-à-dire que c'est vrai que ça nous arrivait qu'un ministre nous demande un avis pour le lendemain, parce qu'il y avait une crise. Mais on avait organisé qu'on pouvait faire ça par conférence téléphonique. Il n'y avait pas encore les visioconférences à l'époque. On échangeait par mail un texte, on se mettait d'accord le soir, on validait, on faisait un vote électronique par Internet pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Et le lendemain, le ministre pouvait avoir un avis totalement légal avec la déclaration des conflits d'intérêts, le vote, etc. Donc il ne faut pas me raconter les sornettes. Tout ça a été totalement manipulé. Alors, pour revenir au remdesivir, on demande le remdesivir, l'avis, heureusement, là, je dois reconnaître que le Haut Conseil était prudent, on ne l'a pas recommandé. Là, pour une fois, ils avaient pris un avis mesuré. Mais quand même, l'avis était, la moitié des lignes étaient barrées en noir, données confidentielles Gilead. Ah bon, c'est bizarre. Alors, normalement, la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. N'importe quel citoyen peut avoir accès aux documents. On a fini par l'avoir. Quand on l'a vu en clair, le ministère savait déjà depuis des semaines que non seulement le remdesivir était toxique pour le rein, mais aussi pour le foie, et donnait des atteintes hépatiques graves. Et pendant des semaines et des semaines et des semaines, Véran a continué à dire donner le remdesivir. On a vu même récemment la FDA qui l'a recommandé même pour les enfants.
C'est horrible parce que tout ça, c'est prouvé, c'est écrit. Alors, ce qui m'a fait beaucoup hurler aussi, c'est que après l'affaire du Mediator, donc Xavier Bertrand a voulu bien faire, il a demandé à ce que toutes les auditions de toutes les agences de santé soient enregistrées. Bon, quelquefois, ça m'embêtait un peu, parce qu'avant, j'aimais bien faire des blagues. Bon, là, je ne pouvais plus, il fallait rester très sérieux, tout était enregistré. Alors, il y avait un secrétaire d'une boîte privée qui venait, qui s'appelait Hibiscus, je crois, alors qui tapait sur l'ordinateur tout ce qu'on disait en résumé. Après, moi, en tant que président, je devais valider ce qu'il avait dit était à peu près correct. Et c'était enregistré sur des enregistrements magnétiques ou informatiques. Alors, j'allais dire, c'est un peu lourd à gérer, mais enfin, pourquoi pas, on a accepté, parce qu'on nous a dit oui, c'est pour la transparence, parce que n'importe quel citoyen, s'il y a une décision qui n'a pas été prise dans le bon sens, pour avoir accès à ce qui s'est dit au débat. Donc moi, j'ai dit, tiens, c'est super, je demandais les enregistrements de débat, parce que ça doit être pareil pour l'Agence du médicament, pour toutes les agences, pour le Conseil de santé publique. Et là, on nous a dit, ah ben non, il n'y a pas d'enregistrement. Ça veut dire que tout est illégal. Nous ne sommes plus dans une démocratie. La loi n'est plus respectée. Et ça, je l'ai dit, c'est sûr que ça a agacé, mais bon, je m'en fous. Voilà. Alors, le remdesivir, les pseudo-vaccins, ça vous savez. Alors, les tests bidons destinés à entretenir la pandémie, tout ça, c'est des milliards. Et plus, j'ai appris aujourd'hui que Macron a redonné une enveloppe pour une fondation qui dépend de Bill Gates. Ce Bill Gates, c'est un pauvre mec fauché, c'est un philanthrope. Moi, j'ai vu, quand j'ai travaillé à l'OMS, j'ai vu un petit peu, là, Bill Gates maintenant est propriétaire d'une bonne proportion de l'OMS, et même j'ai des collègues français qui avaient du mal à être embauchés à l'OMS parce que l'OMS était en ruine, il n'y avait plus beaucoup d'argent. Et il m'a dit, ah tiens, c'est super, Christian, regarde, je suis embauché. Ils avaient des fiches de paye de la fondation Bill et Melinda Gates. Ça m'avait un peu gêné quand même, à l'époque, c'était il y a plusieurs années. Et il y avait un gars de l'OMS qui m'a dit, tu sais, Bill Gates, il dépense jamais d'argent, il touche beaucoup d'argent des États. Moi, je ne croyais pas trop. Puis un jour, comme je faisais partie de l'élite, je suis invité au ministère des Affaires étrangères. C'était Fabius qui était le ministre, dans des beaux salons dorés. Alors, je peux dire que depuis le trottoir du quai, là, sur la Seine, il y avait tapis rouge, les gardes républicains sabre clair. J'étais le directeur de l'Institut Pasteur, plein de gens. Et j'étais dans la pièce où Fabius a remis un énorme chèque à Bill Gates. J'étais là, ils étaient devant moi. Bon. Donc, alors là, quand j'ai lu hier que c'est des sommes, c'est plus d'1,5 milliard donné, alors que soi-disant la France est fauchée, c'est indécent. Bon, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, le plus terrible, c'est les urgences. Je ne sais pas si vous avez vu, là, c'est la dernière ligne, mais j'ai vu il y a quelques semaines un reportage vidéo sur les urgences du centre hospitalier d'Orléans. Orléans, ce n'est pas une petite ville, mais c'est pareil dans d'autres villes. Puis j'ai eu le député du Loiret au téléphone qui m'a confirmé que c'était la catastrophe. Il y avait des personnes qui étaient alignées sur des brancards dans des couloirs qui faisaient des dizaines de mètres de long, qui attendaient 3-4 jours pour être pris en charge. Il y avait 3 pauvres infirmières qui étaient là, je ne les accable pas parce qu'elles étaient totalement débordées, elles essayaient de gérer ceux qui mouraient avant les autres. Et elles n'avaient pas le temps de s'en occuper. Donc il y avait des personnes âgées sur leur bancard qui voulaient faire pipi, qui ne pouvaient pas se lever, qui pissaient, qui cagaient dans leur bancard. Et les infirmières, dans la vidéo, reconnaissaient qu'elles n'avaient même pas le temps de les nourrir. On ne leur donnait pas à manger. J'espère qu'on leur donne un petit peu à boire pendant 4 jours. Quand même Donc, c'est vrai que pendant des années, on a dit, bon, attendre 3 heures aux urgences, c'est pénible. Mais là, ce n'est pas 3 heures, c'est 3 jours ou 4 jours. Et ça, ce n'est pas un pays en voie de développement. C'est la France qui était la meilleure médecine du monde. C'est-à-dire que tout ça est volontaire. C'est la destruction du service public et de l'hôpital public. Alors, quand j'étais jeune, interne, mais quand je suis arrivé à Garches, il y avait encore plusieurs médecins généralistes qui travaillaient à l'hôpital. Ils ne gagnaient pas beaucoup, mais ça leur faisait perdre de l'argent par rapport à leur activité privée, parce qu'ils faisaient 1 ou 2 demi-journées par semaine pour travailler à l'hôpital, mais ils étaient fiers
d'être à l'hôpital, ils pouvaient le mettre sur leur carte de visite, sur leur ordonnance, attachée à tel hôpital. Et puis, mais ils rencontraient des médecins hospitaliers, ils apprenaient en plus des tas de choses. Et ils avaient une consultation proche des urgences. Ils prenaient quelquefois des malades sans rendez-vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui se pointait pour une angine, un bobo, et ils avaient un médecin généraliste qui était là, qui les voyait. Ça soulageait les urgences. Bon, quand il a fallu faire des économies, parce que quand vous deviez financer, vous demandiez un nouveau poste de médecin que vous auriez pu avoir, automatiquement, vous demandez de rendre des moyens médicaux. Moi, si je voulais avoir un nouveau praticien hospitalier, je devais sacrifier plusieurs médecins de vacation de médecin généraliste, sinon je pouvais crever, il fallait toujours rendre. Donc ils ont supprimé tous ces médecins généralistes. C'était une catastrophe pour les urgences, parce que, en plus, c'est tombé en même temps que la raréfaction des médecins de ville. Avant, il y avait beaucoup de médecins de ville, maintenant ils sont peau de chagrin, donc le médecin de ville, le soir, il ne fait plus d'urgence, et il ne répond plus au téléphone, donc les gens sont désespérés. Et c'est donc un embouteillage. On a fermé les urgences de proximité. Moi, quand j'étais à Garches, ça s'appelait les UP. Il y avait les UP, les SAU. Ils ont décidé que les urgences de proximité, c'était nul parce qu'il n'y avait pas toute l'infrastructure, il n'y avait pas forcément un scanner sur place pour tout le monde, il n'y avait pas tel et tel... Ils ont fait des cahiers des charges énormes pour que... Et même à Garches, c'était dans les années 2000, ils ont fermé les urgences de Garches, dont je m'occupais à un moment donné, qui marchait très bien. Bon, ce n'était pas une grosse activité, mais ça soulageait toutes les urgences de la région. Tout ça pour faire des économies. Ils ont tout regroupé sur ce qu'ils ont appelé les SAU. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'au début, ils avaient appelé ça les SATU. C'était service d'aide. Ils avaient même commencé à mettre des pancartes, service d'aide et de traitement des urgences. Puis après, il y a des gens qui ont dit, oh là, le SATU, je ne sais pas si... Après, c'est devenu le SAU, bon, service d'accueil des urgences. Et ce sont des usines à gaz où ils devaient mettre plein de moyens. Ils ont mis un peu de moyens, mais ils sont totalement saturés parce qu'il n'y a plus de médecins de ville, il n'y a plus d'urgence de proximité. Donc tout arrive chez eux. Voilà. Alors le 15 est totalement saturé. J'ai entendu l'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un professeur de médecine d'urgence, d'ailleurs, qui était copain de promotion de notre ministre Braun, qui est un urgentiste, et qui a dit maintenant, avant, dans notre cahier des charges, quelqu'un qui appelait le 15, il devait y avoir une réponse en moins d'1 minute. Maintenant, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure, quand on a de la chance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Alors, Braun, notre cher ministre, il est super, parce que c'est lui qui a dit, oui, s'il n'y a plus de personnel, il n'y a pas assez de personnel pour les urgences, il suffit de fermer les urgences la nuit. Moi, j'aimerais bien être ministre pour dire ça. Bon. Et alors, ce cher Braun, le 15, il dit, il n'y a qu'à faire appel à n'importe qui, à des étudiants non formés. Et c'est la catastrophe, parce que, vous savez, au téléphone, il y a des gens qui paniquent, des hypochondriaques. Docteur, je vais mourir parce qu'ils ont mal, je ne sais pas quoi. Il faut quand même avoir une certaine bouteille pour faire le tri entre le gars qui est vraiment en train de faire l'infarctus de la personne qui raconte n'importe quoi. Donc c'est un métier. On ne peut pas mettre un petit étudiant qui n'a pas d'expérience pour gérer ça. Et c'était la catastrophe aussi. Voilà, donc il n'y a plus de régulateurs, il y a en grande pénurie comme partout. Et donc les jours d'attente. Et tout va bien. Hein. Alors on a fait la promotion de la médecine rentable. Alors j'ai adoré ce mot. Alors on a organisé, mais c'était organisé la concurrence déloyale entre les cliniques privées que Sarko a appelé les hôpitaux privés, maintenant ils sont des hôpitaux comme tout le monde, et les hôpitaux publics, en sachant que les cliniques s'orientaient vers des malades rentables et ne prenaient plus du tout en charge les malades pas rentables qu'ils éjectaient sur le public. Bon, il y a quelques années, j'avais fait une conférence, je crois que c'était à Blois, ou une ville dans ce coin-là. Il y avait un jeune médecin qui était responsable des maladies infectieuses. Quand il était arrivé à l'hôpital, c'était tous des jeunes médecins de la même génération. Il y avait des chirurgiens, des anesthésistes, des radiologues. Ça faisait une bonne équipe. L'hôpital marchait très bien. Puis un jour, ils sont arrivés avec les fonds privés. Ils ont mis en face de l'hôpital des urgences privées qui orientaient les gens selon la carte de crédit, l'assurance, etc., et la pathologie.
bon, vous êtes un cas pourri qui ne rapporte pas, vous allez en face. Sinon, il y a une clinique qu'on vient de construire juste à côté, c'est super. Et après, ils ont doublé, ils sont allés démarcher les chirurgiens, les anesthésistes, les radiologues en doublant leur salaire, en disant quittez l'hôpital, venez chez nous, c'est beaucoup mieux. Il y a une hémorragie. Et ils me disaient, ils n'arrivaient plus, c'était déjà il y a 10 ans, hein, ils n'arrivaient plus à faire les urgences, les gardes de réanimation. Ils devaient aller chercher des médecins étrangers à Tours ou je ne sais pas où qui acceptaient bien de venir pour faire les gardes. C'était l'horreur, cette désorganisation. Alors, un jour, André Grimaldi, que j'aimais bien au début, parce qu'il a bien défendu l'hôpital public, même s'il a eu des propos après que je n'ai pas toujours reconnus. Mais il a vu lui, il était diabétologue, il avait une phrase qui était pertinente. Il avait dit, si un diabétique a un pied qui est en train de pourrir, on sait qu'on peut sauver son pied avec des soins pendant des semaines à l'hôpital, tous les jours, de pansements, beaucoup de soins infirmiers, etc. Ça ne rapporte rien à l'hôpital, parce que c'est des séjours très longs qui sont très coûteux. Mais en revanche, s'il va à la clinique du coin qui lui coupe le pied, lui, c'est jackpot pour la clinique, parce qu'il va rester quelques jours. Voilà, donc ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la dérive de ce système qui est machiavélique. Donc ça, je l'ai vu, les malades non rentables renvoyés sur l'hôpital public. Alors, les handicapés, je peux en dire un mot, parce que moi, à Garches, c'est l'hôpital du handicap. C'est un hôpital qui avait une réputation nationale et internationale. C'était remarquable, parce que c'était unique au monde où il y avait des services d'aigus, comme le service de maladies infectieuses, des réanimations, et des services de la chirurgie orthopédique, des chirurgiens spécialisés dans la chirurgie du handicap. Parce que si vous êtes en fauteuil roulant tous les jours, vous avez des escarres, ça a des gros trous dans la fesse, vous pouvez mourir d'infection, et il y a des chirurgiens spécialisés pour faire des lambeaux avec des muscles pour vous boucher les trous. C'est une chirurgie qui est très longue, qui ne rapporte rien, qui n'est pas passionnante d'un point de vue, si on se réfère à nos chirurgiens intellectuels. Donc ils sont en voie de disparition. Et l'hôpital, moi j'avais obtenu, quand j'étais encore président de la commission médicale de l'hôpital de Garches devait être reconstruit sur place en partie. Donc, il y avait les anciens locaux qui étaient classés monuments historiques qui devaient peut-être être revendus ou je ne sais pas quoi, mais il y avait le projet avec l'architecte, tout était financé. Il y avait un grand bâtiment pour accueillir les handicapés. Et tout était fait. Le président de la commission médicale d'établissement d'assistance publique m'a dit, Monsieur Perron, c'est bon, vous êtes classé avant Necker, il n'y a aucun souci, les doigts dans le nez. Et puis à ce moment-là, il y avait le conseiller de Sarkozy qui était de Necker, qu'il n'y avait pas assez de sous parce qu'ils voulaient faire 2 grands bâtiments à Necker. En plus, à Necker, c'est vrai qu'ils ont détruit un monument historique avec l'opposition de tout le quartier en disant, oui, on va le reconstruire. Bon, j'attends toujours qu'ils le reconstruisent. Et donc, tout l'argent du projet de Garches est parti pour Necker. Et ça, c'est il y a plusieurs années de ça. Alors, je l'ai écrit dans mon premier livre sur le Covid, et je crois que ça n'a pas plu à Martin Hirsch, sûrement, parce qu'il était au courant, ce cher garçon. Bon, voilà. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la disparition progressive des kinés, de toutes ces activités. Alors, ils ont fait un projet, on va transférer Garches à Ambroise-Paré, mais il n'y a pas vraiment la place. Ils vont faire un tout petit bout de bâtiment en plus. Ce qui était extraordinaire à Garches, vous n'imaginez pas, autour, il y a un lycée, il y a des écoles pour les petits-enfants spécialisés dans le handicap. Vous imaginez à Garches, il y a des gens handicapés qui sont en réanimation chronique. La réanimation, ça coûte tellement cher que ça ne peut pas être chronique, sinon ce n'est pas rentable. Donc, moi, quand je suis arrivé à Garches, j'avais des gamins qui étaient là depuis 20 ans, qui étaient aspirés tous les jours dans les services de réanimation. Ils allaient à l'école et les infirmières venaient les aspirer pendant les cours. Et l'école est dans le campus de Garches. Il y a le lycée Toulouse-Lautrec juste à côté pour les plus grands. Donc c'est merveilleux ce campus, la motivation du personnel. Moi, à Garches, j'ai vraiment été très touché par tout ce personnel qui était merveilleux, au service des autres, des plus faibles. Alors moi, je venais de l'usine à Bichat, là, j'en avais ras-le-bol. Moi, j'ai trouvé ça génial, cette ambiance chaleureuse. Et tout ça est cassé, parce que
c'est pas rentable. Les handicapés, c'est pas rentable. Et, alors, bien sûr, pour l'image, ils vont dire oui, on fait un petit truc de handicapés en bras séparés, mais ça n'aura rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et quand on voit l'état des locaux aujourd'hui, c'est terrible. Hein. Les sols, il y a des trous dans le sol, les peintures, tout est délabré. Voilà. Donc, je vais peut-être me faire encore attaquer par l'assistance publique, mais c'est la réalité. Alors, ce qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est que la pratique médicale devient aux ordres. Avant, dans le code de déontologie, le médecin, on garantissait la liberté d'exercice du médecin. Alors, vous savez qu'il y a un truc qui est sorti ça fait plus de 20 ans, il y a des Canadiens qui ont inventé la médecine basée sur les preuves, ou médecine factuelle, comme disent les Québécois, qui est l'evidence-based medicine, c'est-à-dire que tout doit être prouvé pour exercer, pour faire une prescription. Le problème, c'est qu'ils ont oublié ce qu'ont écrit ces Canadiens. Ils avaient dit la médecine factuelle, c'est un trépied. Le premier, évidemment, c'est les publications scientifiques dans les grands journaux. Mais on sait que pour beaucoup, beaucoup de maladies, il n'y a pas les publications. Pour les maladies rares, il n'y a que dalle. Ou alors des études de très mauvaise qualité. Ce n'est pas de la faute des médecins, ni de... C'est comme ça, parce que personne ne s'est intéressé à ça, ça ne rapporte pas, donc on n'a pas fait d'études. Donc voilà, vous êtes médecin, vous avez une maladie rare. Moi, je préfère appeler un gars qui en a soigné 1500 ou qui a 20 ans d'expérience, plutôt que d'aller lire une connerie dans le Lancet. Bon. Voilà, donc ils avaient prévu ça. Ils avaient dit, s'il y a des bonnes études, vous suivez ce qui est publié. Mais dans les cas où il n'y a pas de bonnes études, ce qui revient en premier, c'est l'expérience du médecin. Un médecin qui a 20 ans d'expérience, ça ne se remplace pas. Et le troisième pied du trépied de la médecine basée sur les preuves, c'est au final la vie du malade. C'était écrit en toutes lettres. C'est-à-dire que normalement, un médecin, quand il est normal, qui suit le serment d'Hippocrate, dit voilà, cher monsieur, chère madame, voilà votre maladie, c'est comme ci, c'est comme ça. Dans votre cas, les publications ne sont pas contestables. La pneumonie à pneumocoque, on a de la pénicilline, ça guérit. Je vous le recommande. Dans d'autres situations, votre maladie est rare, les publications sont un peu merdiques, on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a tel grand professeur aux États-Unis, en France, qui recommande ça. Voilà, moi, je serais plutôt d'avis de suivre ça dans l'attente. Et puis, après, c'est le malade qui fait son choix, qui dit oui, j'accepte pas. C'est ça, la médecine basée sur les preuves. Et alors, comme ils ont voulu reformater tous les cerveaux des médecins, maintenant, quand vous lisez dans les journaux médicaux, la médecine basée sur les preuves, c'est que les publications scientifiques. Et quand on voit maintenant qu'elles sont frauduleuses... Moi, je savais déjà que c'était frauduleux depuis l'histoire du Lyme, de la maladie de Lyme, qui est transmise par l'éthique, puisque déjà à l'époque, des choses tournaient par rond. Et déjà à l'époque, des rédacteurs en chef des plus grands journaux, le Lancet, le New England Journal of Medicine, tout ça, avaient... Alors certains, pas tous, ont démissionné et avaient fait des éditoriaux dans le New York Times pour dire mon journal est pourri, il est infiltré par l'industrie pharmaceutique, la moitié des études sont biaisées ou frauduleuses. C'est pas moi qui le dis, je ne suis pas complotiste, c'est eux. Il y avait l'ancienne rédactrice en chef du New England. Celui qui me déçoit un peu, c'est Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, parce qu'il y a quelques années, il a fait une tribune comme ça public pour dire mon journal est pourri, j'ai honte que les étudiants apprennent dans le Lancet, etc. Alors moi, je croyais j'avais vu ça, mais il y a plusieurs années, je pensais qu'il avait disparu de la circulation, qu'il avait démissionné. Puis quand il y a eu l'affaire du Covid, on a reparlé du Lancet, j'ai regardé, j'ai dit waouh, mais c'est toujours le même, il est toujours là. Il continue à publier et alors là, c'était reconnu publiquement que c'était frauduleux. C'est pas moi qui le dis, c'était reconnu. Voilà, donc moi, je préfère l'expérience d'un bon médecin. Alors après, il y a l'histoire des recommandations. Moi, j'ai participé à beaucoup de conférences de consensus, à la rédaction de recommandations. Et je me suis rendu compte que souvent, c'était sous grosse influence de l'industrie pharmaceutique, etc. Et puis après, normalement, une recommandation, on avait dit, c'est juste pour recommander aux médecins, c'est juste pour les conseiller, mais ça n'a pas valeur de loi. Mais où la dérive est terrible depuis quelques années, c'est que les autorités, la Caisse d'assurance maladie, le Conseil de l'ordre, si un médecin n'a pas appliqué à la lettre des recommandations,
qui ne sont pas toujours bonnes et qui sont souvent biaisées, voire corrompues, eh ben, il se fait sanctionner ou radier. Et ça, c'est pas normal, parce qu'un médecin n'a pas à obéir à des recommandations sans connaître d'où viennent ces recommandations et quand elles ne sont pas bonnes en plus. Alors, j'avais été très choqué, parce que Xavier Bertrand, quand il y a eu l'affaire du Mediator, c'était parti d'un bon sentiment. Il avait dit, vous savez, dans les prescriptions, il y a ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, et puis les prescriptions hors AMM. Mais l'AMM, ça dépend uniquement de l'industrie pharmaceutique. Et moi, je suis l'industriel, moi, je suis monsieur Sanofi, j'ai un nouvel antibiotique génial. Je veux dire, bon, alors il marche sur le staphylocoque, sur plein de germes. Quel est le marché? Je ne vais pas faire des études sur l'infection du corps au pied, sur l'infection intestinale, l'infection pulmonaire, l'infection, je sais pas, de l'oreille gauche. Sinon, à chaque fois, une étude, c'est plusieurs millions d'euros. Donc, ils vont cibler leurs études cliniques qui coûtent très cher, parce qu'en plus, pour avoir normalement une AMM, en France, aux États-Unis, il faut avoir plusieurs études différentes. On a vu que maintenant, ça n'existe plus, tout ça, mais il fallait plusieurs études, et surtout sur plusieurs continents. Il fallait au moins une étude américaine, une étude européenne indépendante pour confirmer les données. Ce n'était pas une étude comme ça. Et pour un industriel, se taper plusieurs études cliniques à des millions d'euros dans plein de pays et tout ça sur toutes les indications de ce futur antibiotique, c'est beaucoup trop cher, c'est pas rentable. Donc ils vont dire, bon, cet antibiotique, ce qui est bien, c'est le rhume, parce que le rhume c'est viral, les antibiotiques ne marchent pas, mais au moins c'est un marché, parce que tous les gens qui ont le rhume ou la bronchite demandent un antibiotique à leur médecin. Donc je caricature un peu, mais c'était ça à l'époque. Où ils vont focaliser sur certaines indications, ils vont les obtenir, donc le produit est sur le marché. Mais après, si vous avez le nouvel antibiotique révolutionnaire qui marche très bien sur telle bactérie qui est en train d'infecter le pied de votre patient, c'est de la bonne médecine de le prescrire quand même s'il n'y a pas une étude sur l'infection du pied. Vous voyez, et ça, c'est fait depuis des décennies de façon tout à fait naturelle. Et d'un seul coup, avec la loi Bertrand, il a voulu faire trop bien, je lave plus blanc que blanc, il a dit toutes les prescriptions hors AMM, il n'a pas osé dire c'est illégal, mais il a dit c'est sous la responsabilité du médecin. Il doit écrire sur la prescription que c'est hors AMM, donc c'est à la charge du patient. Et alors ça, c'est dramatique parce que on a fait une étude qu'on a publiée à Garches. On était, parce que je ne suis plus à Garches, spécialiste des infections ostéo-articulaires compliquées avec des germes, chez les gens qui avaient des chirurgies compliquées, des accidents avec des germes très méchants. Quasiment 100% des prescriptions d'antibiotiques dans l'infection articulaire sont hors AMM, parce qu'il n'y a jamais eu d'études dans ces infections-là. Ça veut dire qu'à Garches, on était hors la loi pendant des années. Et j'ai discuté avec un réanimateur pédiatrique il y a quelques années, il m'a dit 80% des prescriptions en réanimation pédiatrique sont hors AMM, parce qu'il n'y a pas eu d'études chez les enfants. Et à la même époque, j'avais vu un médecin, j'ai oublié son nom, mais ça vaut mieux, du Conseil de l'ordre des médecins, qui avait écrit une tribune en disant « Maintenant, les médecins doivent prendre conscience que la prescription hors AMM doit être illégale et doit être persécutée, quoi. » Et c'est honteux parce que la prescription hors AMM fait partie de la vie des médecins. L'AMM, c'est uniquement une histoire commerciale qui dépend de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas le labo qui va demander une modification d'AMM. Et le gouvernement ne peut pas, ou si le ministère était honnête, il ne pourrait pas demander une modification d'AMM. C'est une histoire purement commerciale. Et là, vous voyez, tout ce qui est hors AMM maintenant est diabolisé. Mais ça, c'est honteux. Moi, je demanderais qu'il faudrait que ce passage de la loi Bertrand soit supprimé, parce que ça, vous vous rendez compte qu'on demande, s'ils appliquaient la loi jusqu'au bout, un médecin qui a prescrit pendant 10 ans un antibiotique, je pense à la maladie de Lyme, on pourrait lui demander de rembourser tout ce qu'il a prescrit de sa poche. C'est dans la loi. Non, mais ils sont cinglés. Hein. Alors, après, il y a eu le dogme des études randomisées en double aveugle. Alors, si ce n'est pas randomisé en double aveugle, c'est nul. Il faut savoir d'où viennent les études randomisées en double aveugle. On vous tire au sort. Voilà, vous avez telle maladie. À gauche, vous avez le placebo. À droite, vous avez tel traitement. Ou s'il y a déjà un traitement, on compare avec un ancien traitement. D'où ça vient? Eh bien,
ça vient du fait qu'avant, l'industrie pharmaceutique aux États-Unis faisait des essais sur les prisonniers et leur donnait des remises de peine sur les pauvres, notamment les Noirs. Tout ça, c'est officiel, hein. Il y a des textes, même il y a eu c'était débattu au Parlement américain, ce n'est pas des fake news, hein. Même les objecteurs de conscience, les adventistes du 7e jour qui refusaient d'aller au Vietnam, on leur disait bon, ok, vous n'allez pas faire la guerre, mais vous servez de cobaye. Moi, dans mon livre, j'en parle sur la maladie de Lyme à Fort Detrick, dans le Maryland. Il y a même une géode, hein, on voit la photo, ils enfermaient les gars à l'intérieur. Alors, ils leur mettaient des blouses blanches, ça faisait plus propre, c'était l'opération White Coat. Et tout ça, vous regardez sur Internet, opération White Coat, vous avez tout détaillé, hein, ce n'est pas des inventions. Alors j'avais été sidéré aussi au Guatemala. Ils allaient dans des villages pauvres, ils inoculaient la syphilis, ils faisaient des essais sur les gens. Tout ça, c'est officiel. Quoi, officiel, c'était reconnu. Alors quand ils n'ont plus le droit de faire tout ça, ils avaient besoin comme ça d'avoir des études vite fait pour montrer que ça marchait, avoir une AME. Donc ils ont inventé l'étude randomisée. Alors les études randomisées... c'est très bien quand on a une population homogène, un critère de jugement simple. Là, c'est parfait si vraiment on montre que tel traitement face au placebo, ça marche 10 fois mieux. Moi, je m'incline, je dis c'est parfait. Alors, sur les maladies aiguës, souvent c'est le cas, mais sur les maladies chroniques, ces études randomisées, souvent c'est du pipeau, parce qu'une maladie chronique, auto-immune ou autre, ça évolue très différemment d'un individu à l'autre. Vous donnez un traitement de première ligne qui va marcher chez 20% des gens, mais ces 20% vont être très contents, ils vont être guéris en disant merci. Les autres, ça ne va pas marcher. Il y a un traitement de deuxième ligne, de troisième ligne. Donc là, ils arrivent, Big Pharma arrive, j'ai la nouvelle molécule miracle, on tire tout le monde au sort. On s'arrange pour que ce soit un petit bénéfice pour la molécule. Et hop, tout le monde doit avoir ce traitement, et c'est le seul traitement accepté. Et ça, c'est honteux. Surtout que moi, j'ai soigné, vous savez, j'ai soigné des retraités de l'industrie pharmaceutique. J'avais des copains ou des gens qui m'ont dit, vous savez, M. Perron, dans tel labo, je ne citerai pas de nom. Quand un sous-groupe dans l'étude ne nous arrangeait pas, on faisait disparaître de l'ordinateur. Parce que vous savez, en statistique, il y a la fameuse valeur petit p. Il faut que la valeur petit p soit inférieure à 0,05 ou 0,01 pour avoir l'AMM, pour montrer que c'est meilleur. Et il suffit de supprimer le sous-groupe qui dérange, et puis hop, le petit p est comme il faut. Donc voilà, je tiens de personnes qui me l'ont dit directement de l'industrie, donc je sais que ce n'est pas des tarabistouilles. Et puis il y a des facteurs multiples selon le terrain, il y a des tas de cofacteurs dans la maladie. Donc un traitement one size fit all, c'est débile. Et en plus, on nous a vraiment emmerdés avec l'histoire d'hydroxychloroquine, qui n'avait pas de placebo, que ça n'avait aucune valeur. Alors que l'OMS elle-même avait reconnu en cas de crise, il n'y a pas besoin de placebo. S'il y a un traitement qui est bien toléré, qui marche, on y va, puis on évalue en marchant. Vous savez, l'étude Discovery, tout ça, c'était assez honteux, parce qu'en plus, quand à mi-chemin, ils se sont rendus compte que le seul groupe qui marchait, c'était l'hydroxychloroquine, comme dans l'étude e-Covid à Angers. Ils le savaient, Véran. Et quand l'étude du Lancet est sortie, c'était du pain béni. Il a fait interdire les inclusions hydroxychloroquine dans les études. Tous les autres groupes, remdesivir, tout ça, ça ne marchait pas. Et manque de bol pour eux, c'est que les diapositives d'analyse intermédiaire ont fuité sur Internet, et on voyait à chaque fois que c'était l'hydroxychloroquine qui marchait. Et pour lui, il n'aurait pas pu accepter que ce soit public que l'hydroxychloroquine marchait. Donc, en tout cas, s'il y a une étude ouverte qui marche à plus de 80%, on s'en contrefout du placebo. Et pourtant, les méthodologistes aujourd'hui, non, c'est pas suffisant, il faut refaire une étude randomisée. Bon, ça vient du délire, c'est plus de la médecine. Malheureusement, il y a une prise de pouvoir des méthodologistes, des statisticiens sur les médecins. Ça remonte à l'époque du sida. Ils sont derrière leur ordinateur, ils savent tout, nous on est des cons. Ils n'ont jamais vu un malade, mais c'est eux qui savent. Alors, moi je pense qu'il faut une prise en charge holistique. L'alimentation joue un rôle majeur. Je vois dans les maladies de Lyme chroniques, changer de régime. Le microbiote, maintenant tout le monde s'excite là-dessus, mais bon, on s'en foutait. Le stress joue un rôle majeur, l'activité physique, les médecines naturelles, la phytothérapie.
tout ça, on sait très bien que ça marche aussi bien ou mieux que certaines molécules brevetées, mais ça ne rapporte rien à Big Pharma. Et moi, je me suis battu en disant, mais vous dites ça sur le Lyme, mais pourquoi vous ne faites pas d'études randomisées? Je lui dis, ça fait 10 ans que je demande des études randomisées, que je demande les financements, mais on me répond, on ne finance pas des maladies imaginaires. Ou alors, j'avais adoré, parce que j'avais un collègue biologiste qui était attaqué parce qu'il faisait des PCR pour la maladie de Lyme et d'autres co-infections. Et il y avait le rapport d'un éminent microbiologiste français de CHU, parce qu'on trouvait des bactéries animales chez l'homme. C'est un crime, parce que si on ne les cherche pas, on ne les trouve pas, mais on partage des bactéries avec les humains. Et dans son rapport, c'était marqué, c'est un non-sens de chercher des bactéries animales chez l'homme, alors que ça n'a jamais été décrit avant. Mais la définition de la recherche, si ça n'a pas été décrit, ça ne doit pas être cherché. Ça, c'est la recherche actuelle. Hein. Alors, et ça, c'est pas moi qui ai sorti ça, c'était mon amie Astrid Zuckelberger qui a travaillé longtemps avec l'OMS à l'ONU, qui est à Genève. Elle avait dit l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la maladie. Parce que en médecine, 99% du temps, on nous enseigne les maladies, on ne nous enseigne pas du tout la prévention pour garder la santé. Alors, un petit mot sur l'enseignement. C'est que les facultés de médecine ont été mises au pas. Mais j'ai découvert ça assez récemment, je n'avais pas réalisé. Moi, j'étais pris dans le système. Ça remonte aux années 20. C'est que le monsieur Rockefeller aux États-Unis, quand il a fait fortune avec le pétrole, il a acheté toutes les grandes compagnies d'industrie chimique aux États-Unis. Il voulait promouvoir tous les médicaments chimiques. Donc, il s'est dit, ça ne va pas du tout. Il y avait 500 facultés de médecine, je dis n'importe quoi, peut-être 300 facultés aux États-Unis, certaines pour les médecines naturelles, la médecine chinoise, la médecine par les plantes. Et il en a fait fermer la moitié. Il a mis des audits en disant tous ceux qui ne font pas la promotion du chimique, ils sont fermés. Alors ça continue. Et surtout, pour l'artémisia, ça m'a fait rire parce qu'avec des collègues, on a fait une étude, on a reconnu nous-mêmes qu'elle n'était pas parfaite. C'était comme on a randomisé 1000 personnes le traitement chimique classique contre l'artémisia, qui est une plante. Il n'y avait pas photo, il y avait un succès très net de l'artémisia qui guérissait presque tout le monde, qui surtout stérilisait le sang des formes persistantes du parasite. Mais on avait reconnu qu'on n'avait pas eu beaucoup d'argent, qu'il y avait des dispensaires qui n'avaient pas parfaitement respecté la règle. Mais ça ne changeait rien au résultat, parce que quand il n'y avait plus de parasites, zéro, l'arrondi de zéro, c'est zéro. Ils nous ont fait chier sur des détails. Alors, on avait spontanément dit nos défauts, parce qu'on disait, bon, c'est pas parfait, mais c'était publié dans une grande revue internationale, en disant, maintenant, à vous de faire des études pour confirmer ça. Mais je me suis fait lyncher. 1 an et demi de procédure de lobby. Je ne sais pas qu'il y avait l'OMS, il y avait l'Institut Pasteur, il y avait les infectiologues, la Société de médecine des voyages. Même Bill Gates s'en est mêlé en disant que les plantes ne pouvaient pas marcher sur le paludisme avec un vaccin qui pourrait être efficace. Et ils ont tellement fait pression sur le journal qu'ils ont retiré notre article 1 an et demi après. Et après, alors tout le monde s'est déchaîné, les fact-checkers, regardez, Perron s'est compromis dans une étude frauduleuse. Mais c'était vraiment dégueulasse, parce que moi, j'ai des témoignages en Afrique, l'artémisia, c'est un effet miraculeux. Quand c'est bien pris, il faut prendre la bonne dose, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, je ne dis pas de le recommander aux Français qui vont en voyage en Afrique. Il y a des médicaments qui marchent très bien, mais pour le pauvre Africain qui n'a pas de quoi se payer les médicaments, parce que l'OMS dit, oui, non, mais nos médicaments sont gratuits. Alors, c'est peut-être gratuit quand ça arrive à l'aéroport de la capitale, mais après, chaque intermédiaire prend de l'argent pour l'emmener au pays. Et on avait calculé que des familles avec plusieurs enfants, s'ils voulaient vraiment donner les produits tous les jours, c'était plus que ce qu'ils gagnaient chaque mois, donc ils ne pouvaient pas. Alors que les plantes, ils adorent, ils font pousser, ça marche. Voilà, un petit clin d'œil sur les plantes. Alors, sur la formation primaire à l'université, ce qui m'a beaucoup choqué, nous on apprenait par cœur, on avait les questions d'internat, on devait les réciter à l'endroit, à l'envers, en un temps limité, le jury était là, c'était chronométré. On savait tout par cœur. On arrivait devant un malade, on n'apprenait pas toute la médecine, on apprenait les choses essentielles, mais c'était par cœur. On n'était jamais perdu parce que tout était par cœur dans la tête. Maintenant, non. Alors, il n'y a plus de rédaction.
Alors ça s'est dégradé au fil des années. Mais quand je corrigeais les examens il y a quelques années, il y avait encore des phrases. Après, c'était des mots-clés jetés de travers, barrés dans tous les sens. Il n'y avait plus aucune rédaction. Moi, quand j'étais étudiant, on faisait l'observation médicale, qu'on lisait devant le patron, on faisait sa conclusion personnelle. Maintenant, c'est fini, bien sûr. Alors, on enseigne par cas clinique avec des jeux de rôle. Alors ça, c'est très bien quand vous êtes déjà un médecin qui a la formation, qui a déjà de l'expérience, parce qu'on peut jouer, ils ont déjà une expérience, ils peuvent, devant telle situation, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Mais un étudiant, alors on leur dit, apprenez votre cours avant de venir. Bon, les trois quarts n'ont pas le temps, ils n'apprennent pas. Ils sont là comme des idiots. Bon, on joue un peu avec eux à faire les jeux de rôle, puis ils sortent de là, ils n'ont rien retenu. Puis comme ils n'ont rien appris par cœur, après ils arrivent, ils sont nommés internes. Ils sont incapables de faire face aux situations. Je ne dis pas que les étudiants aujourd'hui sont aussi intelligents et il y en a beaucoup qui sont travailleurs, sont des gens très bien. Je ne les accuse pas eux, j'accuse le système. Alors il y a aussi dans l'enseignement, il n'y a quasiment aucune place pour la prévention. Pour les vaccins, je sais que dans la plupart des universités, c'est 2 heures de cours, voire 4 heures de cours. Moi, je faisais 2 cours j'en faisais un peu plus qu'ailleurs, mais c'est très limité. Sur la nutrition, que dalle, quand on sait que les sodas, les colas, tout ça, ça tue. Quand c'est les sponsors des Jeux Olympiques, alors que c'est le sucre qui est le plus grand tueur de la planète, on n'en parle pas. Et moi, quand j'étais interne dans les hôpitaux, depuis Napoléon, le directeur était tenu de nous donner le quart de vin rouge réglementaire à chaque repas. Ah ouais, mais j'ai connu ça. Et maintenant, quand les jeunes font la fête, c'est Coca-Cola et pizza. Bon, c'est une autre époque. Et le rôle du microbiote intestinal, et c'est pas pour ça qu'on se saoulait, hein, bon. Et le rôle du microbiote intestinal aussi, qui est complètement négligé. Et alors, ce qui m'a frappé aussi, j'étais nommé à Garches en 1994. Et moi, depuis que j'étais petit ou interne, après assistant, l'interne était le responsable de la salle. L'interne, il était jeune, mais il était encadré, il ne faisait pas n'importe quoi. Mais le chef de clinique assistant qui le supervisait lui disait, tu gères ta salle. Il faisait la visite 2 fois par semaine avec lui, puis il était disponible s'il avait un problème. Moi, je me souviens, quand j'étais chef de clinique, la première fois, j'avais pris le classeur pour prescrire. Et mon ancien m'a dit, non, tu n'as plus le droit de toucher le classeur. C'est l'interne. Donc le chef de clinique dit à l'interne, je te suggère de prescrire ça. Non, mais ça a l'air de rien, mais c'était un respect du jeune, de le responsabiliser. Et alors maintenant, j'ai découvert ça, c'est arrivé dans les années 90, où des nouveaux chefs de clinique ont poussé le chariot et fait la visite tous les jours, et l'interne a été marginalisé. Et maintenant, c'est pas de leur faute, mais les internes ne sont plus autonomes. Ils se sentent maintenant submergés, alors que moi, quand j'étais jeune, on était tous seuls aux urgences, il n'y avait pas d'assistants. Voilà, mais c'est une baisse de niveau régulier. Et puis maintenant, dans les services, tout le monde est absent tout le temps, on fait des congés formation, tout ça. Donc la cohésion du service en prend un coup. Pour la médecine de ville, il n'y a plus personne. Les généralistes sont sous-payés, donc ils font de l'abattage parce qu'il faut survivre. Avant, il y avait des secteurs 1, secteur 2, secteur... Alors, les gens qui avaient des bonnes mutuelles pouvaient se permettre d'avoir un médecin plus longtemps. C'était pas une mauvaise chose. Et certains, pour vivre, ils font plein d'examens qui sont cotés par la Sécu, qui rapportent un peu pour mettre du beurre dans les épinards. Ce que j'ai adoré récemment, c'est la solution de nos dirigeants. Alors Agnès Buzyn l'a signé avant de partir, mais ça n'a pas encore été mis en place vraiment. C'est le corps des super infirmiers, parce qu'ils ont déjà prévu de supprimer les médecins généralistes ou de les réduire à peau de chagrin. Donc vous allez avoir des super infirmiers qui vont vous renouveler les ordonnances, vous faire les choses simples. Et puis, j'ai découvert ça récemment. C'est des malades qui m'en ont parlé, les machines de consultation automatique. Il y en a déjà dans les supermarchés à Paris. J'en ai vu une à Roissy, à la pharmacie aussi. Donc vous arrivez avec votre carte vitale, votre carte de crédit. Vous pouvez être en contact avec un médecin derrière l'écran. On peut vous imprimer une ordonnance. Bon, c'est plus de la médecine. Et alors la formation continue, c'est important parce que elle a été considérablement réduite. La formation continue, c'est les médecins qui doivent, les médecins qui doivent continuer à se former.
Alors pendant longtemps, c'est vrai que c'est dommage, c'était financé par Big Pharma qui payait une bonne bouffe dans un restaurant, on invitait 30 médecins, un professeur. Alors c'était quand même un peu sous influence, même s'il y avait beaucoup de médecins qui n'étaient pas dupes et qui ne jouaient pas trop le rôle le jeu du labo, mais c'était un peu la pression. Alors ce qui avait été très bien, j'avais vu apparaître dans les années 80 quand j'étais jeune assistant, qui a continué jusque dans les années 90, c'est que la Caisse d'assurance maladie a sponsorisé des séances de formation continue des médecins généralistes. Et c'était sur un jour ou 2 jours, quelquefois sur un week-end. Ils dédommageaient le médecin qui n'avait pas de clientèle ce jour-là. Ils payaient l'expert. Moi, c'était pas des sommes énormes, enfin bon, un petit dédommagement pour l'investissement, le travail. Et puis d'un seul coup, poum, ça a disparu. Donc maintenant, aujourd'hui, comme on a un peu diabolisé quelque part Big Pharma, même s'il est revenu par la porte arrière, les médecins, moi, alors qu'avant je les voyais très régulièrement, les médecins de la région de Garches, ça faisait 10 ans que je ne les voyais plus parce qu'il n'y avait plus rien. Et ils en souffrent. Hein. Alors l'invasion de l'informatique, le secret médical, parce que maintenant tout est sur ordinateur. On disait, mais Monsieur Perrin, ne vous inquiétez pas, tout est sécurisé. Je dis OK. Moi, un jour en salle de garde, je vais déjeuner, il y avait un célèbre athlète qui avait un problème au cerveau. Tous les internes de la salle de garde avaient son IRM sur leur portable. Alors que il était dans une autre ville qui n'était pas à Paris. Ça vous donne une idée. Je sais qu'il y a un chirurgien, un grand professeur d'une ville de France qui n'était pas à Paris non plus, qui était opéré d'un cancer ou je ne sais plus quoi. Puis après, quand il a récupéré de sa chirurgie, il est allé voir sur le site qui était allé consulter son dossier. Parce que normalement, ça laisse une trace quand on consulte le dossier. Soi-disant, c'est la preuve que c'est sécurisé parce que n'importe qui peut voir qui a consulté. N'importe quel médecin peut aller voir votre dossier. Mais il y avait la moitié des étudiants de la faculté de médecine de sa ville qui avaient regardé son dossier privé. Et quand j'ai dit ça à la directrice de mon hôpital, en disant, moi je refuse de mettre mes comptes rendus de consultation sur votre site de merde, elle m'a dit c'est un ordre. Je refuse vos ordres, c'est n'importe quoi, ce n'est plus du secret médical. Maintenant, quand on sait qu'ils ont vendu des données à Bill Gates ou à Google, bon. Alors maintenant, le médecin, ils me disent tous, quand je recevais des malades en consultation, ah ben vous les avez écoutés, docteur vous parlez avec moi, parce que mes médecins que j'ai vus récemment, ils sont tout le temps derrière leur ordinateur. Ils ne nous parlent plus, ne nous examinent plus. Et puis alors, les tâches administratives, les secrétaires médicales ont disparu, donc les pauvres médecins, ils passent des heures à faire des... Alors, un petit mot sur la manipulation des données de santé publique, en comparant la maladie de Lyme et le Covid, parce que moi, la maladie de Lyme, je travaille là-dedans depuis 20 ans en plus. Alors, les agents responsables, Borrelia burgdorferi transmise par l'éthique ou SARS-CoV-2, les 2 agents étaient modifiés par l'homme. Alors ceux qui disent que je suis complotiste, bon, pour le Borrelia, Beaton, c'est un livre écrit par une Américaine, il y a toutes les preuves des archives militaires secrètes de Willy Burgdorfer, parce que Willy Burgdorfer, avant de mourir, a eu des remords, il a confié ses archives, et ça m'a été l'objet d'une motion de la Chambre des représentants US en juillet 2019, qui a ordonné une enquête sur le Pentagone. Donc c'est pas moi le petit complotiste qui dit ça, c'est officiel, c'est la Chambre des représentants US. Bon, juillet 2019, c'était juste avant le Covid, donc pour l'instant, tout ça était un peu enterré. Voilà, donc c'est ce livre. Alors, si vous lisez l'anglais, il n'est pas traduit, mais il est passionnant. Moi, je l'ai lu en une journée, Beaton, l'histoire secrète des armes biologiques. Alors, je fais un petit comparatif Lyme-Covid. Le Lyme, pour protéger l'armée américaine, ça n'existe pas. Donc, déni de la maladie, le Covid, tout le monde doit avoir le Covid. Lyme, on met au point des sérologies qui détectent personne pour que l'épidémie soit très très faible. Covid, on met des sérologies très mauvaises, parce que si on avait des sérologies performantes qui montraient que 80% des gens étaient protégés, qu'ils ont des bons anticorps, que à la limite ils pourraient faire un nouveau variant bénin, il n'y aura aucune justification de vacciner. Donc surtout, il ne faut pas montrer... Il y a un gars qui s'appelle... comment il s'appelait? Je ne sais plus, je crois que c'était... Bon, je retrouverai son nom. Oui, Mandel, il s'appelait David Mandel, qui avait fait une vidéo, qui avait publié là-dessus pour dire que les tests sérologiques, dès fin 2020, il avait publié pour dire qu'ils étaient nuls. Hein.
Ensuite, Lyme, les PCR sont interdites ou décriées. On dit non, la PCR c'est n'importe quoi, il ne faut surtout pas faire, c'est des faux positifs. Et puis Covid, alors il faut faire la PCR à tout le monde en population générale, même chez les gens qui n'ont aucun symptôme. C'est un non-sens scientifique. L'Américain qui a eu le prix Nobel pour avoir inventé la PCR, il a dit surtout ne faites jamais de PCR en population générale en dépistage. Moi j'étais directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à Pasteur au moment où la PCR commençait à émerger. Et mes maîtres en tuberculose disaient non, surtout, on ne fait pas de PCR. Parce que les gens voulaient, par exemple, passer tout un hôpital à la PCR en disant s'il y a un seul cas de tuberculose dans l'hôpital, on va le détecter. Mais après, on avait vu que les statistiques, que si on faisait ça sur un gros hôpital comme Bichat, chaque jour, on détectait 100 cas de tuberculose, qui n'avaient pas du tout la tuberculose. Si je fais ça au ministère, je trouve des tuberculoses, des chaudes pisses ou tout ce que... Surtout les choses. Mais là, il fallait le faire systématiquement pour aller à l'école, pour aller travailler, pour voyager. Et si dans une école, il y avait quelques cas faussement positifs, même 2 cas, on fermait l'école. Et après, Véran disait, regardez, on était obligé de fermer des milliers de classes, c'est terrible. Et puis, donc là, l'épidémie est largement sous-estimée parce qu'on n'a pas le droit de faire les tests. Et là, quand on fait des tests n'importe comment, c'est largement surestimé. Et en plus, moi, je l'ai vu à l'hôpital, les cas qui venaient pour autre chose, les gens qui venaient mourir pour autre chose, ils étaient tous hospitalisés ou morts du Covid. Alors ensuite, un petit rapprochement amusant. Dans le Lyme, tous les traitements qui marchent sont interdits ou décriés. Je vous rappelle que cette année, ça s'était calmé avec les autorités, mais avec le Covid, beaucoup de médecins qui s'occupent de Lyme ont été radiés ou menacés depuis 2 ans. Et alors c'est pareil pour le Covid. La phytothérapie, pareil, on n'a plus le droit d'en parler. Donc dans le Lyme, on envoie les malades en psychiatrie, on disant c'est dans votre tête. Et puis malheureusement, pour les personnes âgées, il y en a qui ont eu le droit aux soins palliatifs, au Rivotril. Donc finalement, dans les 2 cas, les chiffres sont faux, parce qu'ils reposent sur des mauvais tests. C'est très facile de manipuler. On finance quelques leaders d'opinion majeurs, des experts aux ordres pour mener des études biaisées, écrire des éditoriaux orientés et des journaux médicaux majeurs, infiltration de leur comité de rédaction. Moi, j'étais témoin. J'ai été ce qu'on appelle relecteur, reviewer en anglais d'un article d'une grande scientifique américaine sur le Lyme, donc elle est plutôt dans mon sens, d'un grand journal international. J'avais recommandé la publication de l'article, j'ai fait quelques critiques. Et après, le rédacteur en chef du journal a écrit en disant « Mais attendez, c'est un gros problème parce que la Société américaine de maladies infectieuses conteste, vous n'avez pas le droit d'accepter un article qui va contre leurs recommandations. » Moi, je dis, bon, ils me font chier. Heureusement, le rédacteur en chef a eu des couilles, il a maintenu l'article. Mais j'ai vu la pression qu'il y avait au sein des journaux pour ne pas faire... Et moi, je l'ai vécu parce que j'ai envoyé plein d'articles pour publication quand tout s'était jeté par une bande de malfaiteurs. Alors, on écrit les recommandations nationales et internationales validées par les autorités. On désinforme les médecins par tous les médias de formation continue. On désinforme le grand public et on persécute les médecins récalcitrants. Voilà, alors, ça c'est mon livre sur la maladie de Lyme en français. Alors, j'ai une version anglaise qui s'appelle Crypto-infection, parce que c'est les infections cachées. Il n'y a pas que le Lyme, il y a d'autres bactéries qui sont transmises par les tiques ou même pas que faites par les tiques. Donc voilà, donc ce sont des livres qui ont eu pas mal de succès en France et à l'étranger. Sur le Covid, il y a aussi 2 livres chez Albin Michel. Alors, je finirai là-dessus, c'est ma conclusion. Là. Comment restaurer la meilleure médecine du monde? C'est très simple, il faut changer les politiciens, changer de politique. D'exclure des décisions de Big Pharma et les cabinets de conseil. Interdire les lobbies, pourfendre les conflits d'intérêts parmi les décideurs, en particulier dans les instances officielles, ça je l'ai vu à maintes reprises. Réembaucher les soignants à tous les niveaux, alors surtout les suspendus en priorité. Augmenter réellement le numerus clausus des étudiants en médecine, augmenter la rémunération des soignants, médecins et paramédicaux et arrêter la fermeture des lits et des urgences. On va me dire, oh là, ça va coûter une blinde, hein, comme dirait un petit gars que vous connaissez. En fait, il faut arrêter de rembourser des médicaments hors de prix n'apportant pas de bénéfices significatifs, voire toxiques et sous-évalués. Je ne citerai pas, vous reconnaissez. Il y en a beaucoup d'autres, hein, dans le cancer, dans plein de domaines.
évaluer scientifiquement les médecines naturelles et alternatives, parce ça apporte vraiment beaucoup aux patients. On n'a pas le droit d'en parler, c'est interdit, les médecins se font radier, on n'a pas le droit de l'évaluer. Rétablir la liberté d'exercice des médecins, ça, c'est vraiment au fond du code de déontologie. Et rétablir la liberté et l'indépendance des médias, parce que là, les médias ont joué un rôle majeur dans cette crise. Donc finalement, vous faites tout le contraire de ce qui a été fait depuis 25 ans, et ça ne coûtera pas plus cher, je pense. Et pour terminer, voilà, il faut revenir à une médecine holistique et humaniste. Donc c'est le retour d'Hippocrate, qui est le père de la médecine. Puis un clin d'œil au cercle d'Aristote, c'est aussi le retour d'Aristote, qui était le fils de médecin, élève de Platon, et c'était un peu castagné avec Platon, parce que Platon était plutôt dans l'abstrait, lui dans le concret, mais, à l'Académie, et c'était le père de la biologie animale et humaine. Donc on va revenir, moi je suis optimiste, je pense qu'on va revenir à des vraies valeurs de la médecine. Voilà, je vous remercie.